Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. C'est l'une des moins connues et pourtant l'une des plus sensationnelles enquêtes que la police ait jamais menée. Il ne s'agit pas vraiment d'un dossier comme les autres. S'agit-il même de l'événement le plus important de toute l'histoire policière, une histoire vraie, une histoire qui est... et le dossier extraordinaire le plus extraordinaire sur le plan strictement policier que nous ayons traité dans cette émission. Rien n'est vrai. Aussi, nous tenons tout de suite à donner une précision. Nous allons entrer dans le domaine du rêve. Le texte de Jacques-Antoine a été écrit à partir d'une mise au point faite en 1950 par le docteur Charles Sani, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle et directeur de l'identité judiciaire. L'autre va apparaître sur les écrans. Il doit donc être considéré comme rigoureusement vrai sur le fond, car bien entendu certains détails sans importance peuvent être erronés. Vous comprendrez pourquoi cette mise au point. King Kong. Un homme, Oui, nous avons au choisi visage le pâle, King Kong. maigre, triste et Tout froid, l'avons fait, c'est que l'aventure, le mouvement lent, la voix sans timbre, souffre de troubles digestifs, d'insupportables crises de migraine et de saignements de nez. Une histoire. Inaccessible et renfermé, il froisse son entourage. Il est aussi taciturne, méfiant, sarcastique, terriblement rancunier, agaçant par son pédantisme excessif, absolument insensible aux joies esthétiques de la vie, dépourvu de tout sens musical. Pendant son service militaire, il compte les notes émises par la trompette pour distinguer la sonnerie du réveil de celle de l'appel. Les compagnies prospectent. Un de ses amis avoua plus tard, il avait un caractère particulièrement désagréable. Américaine Petrox, À 3 reprises renvoyé des meilleures écoles françaises à cause de ses progrès insuffisants et d'une conduite inqualifiable. Il a été congédié par une banque après 3 semaines de stage seulement et n'a connu aucun succès en tant que précepteur en Angleterre. Enfin, il n'a pu obtenir le poste d'auxiliaire de la préfecture que grâce aux relations de son père. il y a ces brumes. Pourtant, cet homme la région va révolutionner les méthodes policières du monde entier. Il s'appelle Alphonse Bertillon. Bateau. L'expédition de la Petrox, dirigée par un personnage assez unique, ce nom Fred Wilson. Il emmène aussi ce bateau un passager clandestin, Jim Salvati, Jack Prescott. Les choses les plus simples ne sont pas toujours les plus anciennement connues. C'est ainsi qu'il a fallu plusieurs millénaires pour que quelques savants observent que certaines dimensions du corps humain, très variables d'un individu à l'autre, sont par contre constantes chez un même individu à partir d'un certain âge. Et il a fallu encore plusieurs siècles pour tirer parti de cette observation. Et oui, D'aller trouver jusqu'au siècle dernier, on savait décrire un personnage en disant qu'il était grand ou petit, qu'il avait les yeux bleus ou noirs, qu'il avait une petite ou une grosse tête, de petites ou de grandes mains. Mais on ne s'était jamais avisé qu'à partir de l'âge adulte, tout cela pouvait être mesuré, noté, et qu'il en résultait un signalement quasiment définitif. ne le croit pas. Jusqu'alors, la police Il l'accuse. n'avait donc aucun moyen rationnel d'identifier une personne autrement que par son nom. Et comme il était facile à cette époque de changer de nom, les malfaiteurs pouvaient s'en donner à cœur Des joie. cris sur le pont interrompent les deux hommes. C'est alors que vers 1880, Alphonse Bertillon, devenu chef du service de l'identification à la préfecture de police, prend l'habitude, chaque fois qu'un individu est arrêté, de noter son signalement sur une fiche, Elle raconte son histoire. en adoptant à côté du classement alphabétique Elle est à Hong Kong. un classement Son bateau a anthropométrique, explosé. mesure osseuse, Et elle longueur s'appelle et largeur de la Sophia. tête, Elle s'appelle taille, envergure, etc. C'est, Joanne est dès le très début, belle. une véritable cheveux blancs, révolution un dans les regard méthodes policières, car Alphonse candide, Bertillon arrive à reconnaître grande chaque douceur, mois parmi les gens ayant et déjà sans doute subi cette des douceur condamnations, était 30 à 40 individus qui avaient réussi à changer de nom et se croyaient à l'abri. Tout le monde, finalement, Son va système, qu'on retrouver appelle le Prescott et bertillonnage, donnera un coup se de main à répand l'expédition. dans le monde entier. Quelques jours plus tard, Pourtant, le bertillonnage n'est pas la panacée universelle, car s'il permet à la police d'identifier un individu, encore faut-il que celui-ci soit déjà entre ses mains, pour comparer ses mensurations avec celles figurant sur ses fiches anthropométriques. Et toute l'équipe, les chercheurs, C'est alors- débarquent avec bien sûr Dwan, Wilson. C'est alors que s'ouvre le dossier de l'affaire Schaeffer. Après une marche très pénible. Nous sommes le à travers 17 les octobre montagnes, 1902. Vers 10 heures du matin, un homme bien mis, mais pâle et essoufflé, se présente au commissariat du quartier Saint-Honoré à Paris. Mais tout de même, On a tué Joseph, dit-il, au comble de l'affolement.
Le policier, sans s'émouvoir, dévisage son interlocuteur. Qui êtes-vous? Je suis monsieur Allot, chirurgien dentiste. Mon cabinet est au 157 de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Bien, je vous écoute, dit posément le policier. Eh bien voilà, il y a quelques instants, je suis entré dans mon appartement et j'ai trouvé Joseph, couché sur le dos, mort. Procédons méthodiquement, s'il vous plaît. Qui est Joseph? Mais c'est mon domestique. Joseph, ce n'est pas un nom. Oh, pardon. Il s'appelle Rebel, Joseph Rebel. Comment savez-vous qu'il est mort? Il ne donne plus aucun signe de vie, il ne respire plus, son cœur ne bat plus. Pourquoi pensez-vous que c'est un assassinat? Je crois que plusieurs meubles ont été fracturés. On vous a volé? Je n'ai pas pris le temps de vérifier, mais je le pense. Le jour même, alerté par le commissaire de police, le juge d'instruction, M. Joliot, se rend sur les lieux du crime. Il est accompagné du docteur Soquet, médecin légiste, de M. Cochefer, chef des services de la sûreté, et de M. Bertillon, chef du service de l'identité judiciaire. Imaginez donc ces quatre messieurs très sérieux, en guêtre, par-dessus et gibus, entrant dans le cabinet du dentiste qui les accompagne. Des policiers en uniforme veille sur le bec. Dans une petite pièce dite de la caissière où se tient normalement une employée du dentiste, le cadavre d'un homme de 40 ans environ, les moustaches en guidon de bicyclette, la bouche ouverte, est assis sur le parquet luisant de cire. Il semble regarder les quatre enquêteurs car, appuyé le dos contre une chaise, il fait face à l'embrasure de la porte. Les jambes allongées, la chemise en partie sortie du pantalon. Une serviette est nouée autour de son cou. Mais cette fois, le médecin se penche sur lui. La victime. Les joues et le nez portent plusieurs petites égratignures, probablement faites par les ongles de l'assassin. Car il n'y a aucun doute, il s'agit d'un crime. Et le médecin légiste, surpris, se penche encore un peu plus sur le cadavre. Car il ne voit pas ses dents. Le malheureux m'avait demandé de lui faire un dentier, dit le chirurgien dentiste. Puis, en effet, le dentier déplacé se trouve au fond de la bouche. Il a été probablement étranglé, dit le médecin légiste. Énorme respiration. Le procureur, qui entreprend la visite des lieux, découvre dans la cuisine les traces d'un repas, mais pour une seule personne, car bien que la table ait été débarrassée, la vaisselle sale ne comporte qu'une assiette et qu'une seule tasse. Sur la table, on peut voir cependant une bouteille de rhum largement entamée et une boîte de cigares. Dans l'évier, un torchon taché de sang mêlé d'un liquide blanchâtre, peut-être de la salive. Dans ce cas, il aurait pu servir à étouffer la victime et faire cesser ses plaintes. Enfin, pendu à une patère, une blouse blanche maculée de sang. Alphonse Bertillon sort alors le matériel photographique de l'époque, le pied en bois, l'énorme boîtier à souffler, le jeu de plaques, etc. et commence à photographier le cadavre. Pendant ce temps, le procureur passe dans le cabinet proprement dit du dentiste, constate au passage qu'un secrétaire et diverses vitrines ont été l'objet d'effractions. Soudain, le procureur montre au chirurgien dentiste des clés sur une cheminée. À qui sont ces clés? Ce sont les clés des meubles, c'est le trousseau de Joseph. Est-il normal qu'elles soient là? Non, Joseph les portait toujours sur lui. Et 1350 mètres. C'est donc probablement le meurtrier qui les a abandonnés sur cette cheminée. Dans ce cas, les effractions sont du moins pour certains meubles simulées. Par contre, passant dans le grand salon, le procureur reste en arrêt. Une vitrine à deux corps occupe le milieu d'un panneau. Le bas du meuble est plein, mais le haut est fermé par une porte vitrée à deux battants. Le procureur appelle alors Alphonse Bertillon. Et avec l'entrée de celui-ci dans le grand salon, la véritable affaire Schaeffer commence. Sur lesquels on a collé. Alphonse Bertillon a en effet un coup au cœur en voyant ce meuble. Car la vitre du battant droit est brisée. Et sur la portion de verre qui est restée en place, on remarque des empreintes de doigts très apparentes. Sont retournés au village. Qu'en pensez-vous, M. Bertillon, demande le procureur. Tous ont immédiatement compris. Là, chers amis, je dois vous avertir que ce dialogue est purement inventé, mais vous allez comprendre bientôt que nous avons eu peu de risque de nous tromper. Tout le monde se met à Ces traces de doigts sont particulièrement nettes, n'est-ce pas, M. Bertillon? Insiste le procureur. Oui, doit répondre M. Bertillon. Mais il doit avoir le visage grave et soucieux, car les empreintes sont son obsession.
son cauchemar. Le moins de bruit possible. Les empreintes sont son pire ennemi. Même chose quand le matin... La ruine de ses efforts. En effet, dès 1880, des isolés ont tenté d'identifier les individus par leurs empreintes digitales. En Argentine, en 1892, puis en 1893 à Paris et à Lyon. Les spécialistes ont insisté sur l'intérêt qu'il y aurait à utiliser le système des empreintes digitales au lieu et place du bertillonnage, puisqu'il est démontré que les empreintes digitales ne se modifient jamais et qu'elles sont pourtant toutes différentes d'un individu à l'autre. Du singe géant. Alphonse Bertillon, très autoritaire, dogmatique, une bête sauvage. reste persuadé de la supériorité de sa méthode anthropométrique face à la méthode digitale. On l'appelle dactyloscopie, trop minutieuse. Pourtant, il craint de voir sa méthode supplantée par la méthode des empreintes, et c'est à contre-cœur qu'il a décidé en 1894 d'ajouter sur ses fiches anthropométriques l'empreinte des 4 doigts de la main droite, puis en 1900 d'ajouter l'index de la main gauche. Mais une fois encore, à contre-cœur, sans aucune conviction, il n'y croit pas, et d'ailleurs, il faut bien le reconnaître, jamais jusqu'alors, on a réussi à identifier un coupable avec ses empreintes digitales. Il faut comprendre aussi que jusqu'alors, personne n'a imaginé qu'on puisse identifier un individu absent, que ce soit avec l'anthropométrie ou avec les empreintes. Je m'explique. L'anthropométrie judiciaire, le bertillonnage, permet d'identifier l'individu à condition qu'il soit déjà entre les mains de la police. Ou du moins que la police puisse effectuer ses mensurations et les comparer avec les pièces qu'elle possède déjà, mais c'est tout. Le bertillonnage ne permet évidemment pas d'identifier un individu absent. Et personne n'a d'ailleurs jamais songé à identifier un individu absent grâce à ses empreintes. Mais ce jour-là, dans le salon de ce dentiste, devant cette vitrine brisée, devant ce qu'on appelait alors des marques de doigts, nombreuses, très nettes, une évidence s'impose à Bertillon. D'un côté pour eux, peut-être pourrait-il reproduire ces empreintes, les comparer avec celles qui figurent sur ses fiches, et retrouver le coupable parmi les récidivistes. Alors, on aurait réalisé l'impossible, retrouver un coupable qui se croit hors d'affaires, qui croit sans doute n'avoir laissé derrière lui aucune preuve, aucun indice. Seulement, s'il parvient à réaliser ce miracle, ce sera la fin du bertillonnage, sa chère invention, car la preuve sera faite de la supériorité de la méthode dactyloscopique et dès lors l'inutilité de la méthode anthropométrique. Le symbole de la force brutale, bestiale. Que va donc faire Bertillon? L'irascible, laissons là l'île de Scout, l'autoritaire et dogmatique Bertillon. Car une toute autre aventure se prépare. King Kong, la bête sauvage, est en route vers la civilisation et il va prendre maintenant une autre dimension. Dès le lendemain de la découverte du crime, une enquête serrée est entreprise. Bien entendu, on commence par interroger les voisins. Dans l'appartement du dessus, une domestique déclare « Si j'ai remarqué quelque chose d'anormal, et comment ? Hier après-midi, j'ai entendu en dessous des hommes qui parlaient très fort et puis des cris étouffés. » Vers l'Amérique. C'était vers quelle heure? Oh, je ne vous surprends. Ça a commencé vers 6 heures du soir, puis ça a duré longtemps, puisque je les entendais encore pendant que je servais monsieur et madame. Fougueusement, un peu trop. La maîtresse de maison confirme les affirmations de la domestique, en y ajoutant une précision et une opinion. Où King Kong est enfermé. Les bruits ont dû cesser vers 8 heures, mais le parfum de sa ils ne m'ont qu'à moitié surpris. Absolument enragé. Il se démène pourquoi? Furieusement. Ce Joseph, le domestique de monsieur Allot, démolir le bateau. était une personne assez bizarre. Prisonnier de la civilisation. En quoi était-il bizarre? Plus qu'une disons aveugle. Il fréquentait des personnes Fred Wilson a commis... Il y avait un genre. Il y a des éléments préciser quel genre populément en présence et qui, quand ils sont... Et puisque vous voulez tout savoir, il ne fréquentait par exemple, que des hommes. Que les réactions chimiques. Une explosion dévastatrice. Quant aux voisins du dessous, ils ont été surtout frappés entre 6h et 8h du soir par des allées et venues intempestives. Ma femme et moi, dit le voisin du dessous, nous sommes même regardés un moment en nous demandant si ce bruit allait continuer. Alors j'allais donner des coups de balai au plafond lorsque tout a cessé. Vous connaissiez ce Joseph, le domestique de monsieur Allot? Je l'ai entrevu assez rarement, nous ne fréquentons pas le même escalier. Lui utilisait l'escalier de service. Oui, bien sûr. Rien ne vous choquait dans son attitude. Il était toujours correctement habillé, très poli. N'avez-vous rien remarqué d'étrange dans son comportement? Dans ses fréquentations, par exemple? Et elles ne se sont pas très fières. Il était peut-être un peu précieux, et au milieu tout ce que je puis dire, car je ne m'intéresse pas au comportement des domestiques. Vous devriez plutôt interroger le concierge. Découvrant le pauvre bon, le concierge, il ne fait aucun doute que Joseph, la victime,
avait des mœurs inavouables. De plus, le concierge affirme ne pas avoir quitté sa loge de toute l'après-midi, de sorte qu'il a contrôlé toutes les entrées et les sorties de l'immeuble. Comme M. Allot, le chirurgien dentiste, ne donnait pas ce jour-là de consultation, il n'a constaté l'entrée et la sortie d'aucun étranger. Interrogés à nouveau, les voisins du dessus et du dessous sont d'accord pour affirmer n'avoir pas entendu la sonnette d'entrée de l'appartement du dentiste, à laquelle ils sont pourtant très accoutumés. Il semblerait donc que l'assassin soit une personne fréquentant habituellement l'immeuble, ayant libre accès à l'appartement du chirurgien dentiste. Que va se jouer le dernier? Ce dernier est interrogé sur les fréquentations de son domestique. Se réfugie dans une des tours. Eh bien oui, quoi. King Kong les suit. Joseph avait sans doute des mœurs particulières, mais cela ne nuisait en rien à son travail. Il était sérieux, poli, méticuleux, je n'avais rien à lui reprocher, et sa façon de vivre ne me regardait pas. Mais avez-vous remarqué quoi que ce soit d'inhabituel dans son comportement les derniers jours? Autour de lui, les hélicoptères bourdonnent, les avions avez-vous appris qu'il ait eu des fréquentations nouvelles? King Kong est à présent la menace dans la cité, la force incontrôlée qui trouble l'ordre. En effet, il y a quelques jours, Joseph a reçu un homme qu'il m'a présenté sous le nom de King Kong est George, immortel de la me société. disant que c'était un parent. Mais c'était vrai? Pas la société elle-même qui l'a engendré. Probablement pas, mais pour de l'argent qu'on pour chercher à savoir, ce parent, m'a-t-il semblé, était de toute évidence un pédéraste invétéré. King Kong qui grimpe sur le plus haut bâtiment de la plus grande certainement, car il est venu plusieurs fois. Attendez, le symbole du refus de la révolte. Un homme de sauvage, taille plutôt avantageuse, de statue cheveux monstrueuse de la châtains, contestation. visage assez rond, nez assez fort, la moustache en croc avec une barbe. Énorme, à peur, mais la dernière fois où je l'ai aperçu, il avait un costume prince de Galles, marron. Cet instant. Quel âge? Les avions tireront. Il en a environ 28 ans. A compris. Munis de ces renseignements précieux, les policiers parisiens se creusent les méninges, cherchent dans leurs souvenirs un barbu de grande taille, à la moustache en croc, pédéraste notoire et s'appelant Georges. On interroge les indicateurs, on effectue quelques rafles, tout cela sans succès. C'est alors que reparaît Alphonse Bertillon Une chute vertigineuse. dans une scène qui devait rester à jamais mémorable dans toute l'histoire de la police criminelle. Voilà, mes chers amis, l'histoire de King Kong. Je vous rappelle, chers amis, que bien qu'elle possède un signalement assez précis du meurtrier de Joseph, la police reste impuissante à le retrouver. Et c'est cette image finale. Le crime a eu lieu le 16 octobre 1902, entre 6h et 8h du soir. C'est le 24 octobre, donc une semaine, jour pour jour après la découverte du cadavre, dont on trouve tant qu'Alphonse Bertillon demande à être reçu par le juge d'instruction. Amoureuse d'une belle qui n'est pas faite pour elle. Dès son entrée dans le bureau de ce dernier, Alphonse Bertillon, calme, une histoire poétique, silencieux et assez pâle, et c'est un poète, si vous le voulez, lui tend un rapport dactylographié. Comme on proposait un jour à Paul Éluard. Ce rapport a en tête de la préfecture de police, Direction générale des recherches, service de l'identité judiciaire, vu et annexé par le commissaire de police du quartier. Je l'ai sous les yeux. Je vais vous en lire quelques extraits car c'est un document unique, à plusieurs titres. Je lis. Le 17 du courant, j'ai été chargé par M. Joliot, juge d'instruction, de photographier l'appartement situé au numéro 157 de la rue du Faubourg Saint-Honoré, où un crime avait été commis sur la personne d'un sieur rebelle domestique au service de M. Allot, dentiste. Et produit par Europe 1 Studio. Au cours de cette opération, j'ai été amené à reprendre des empreintes de doigts assez apparentes sur un carreau d'une vitrine du salon de M. Allot. Les empreintes dont il s'agit pouvaient avoir été laissées soit par l'assassin présumé, soit par sa victime, soit enfin par une personne quelconque ayant pénétré dans le salon de M. Allot. Dans l'impossibilité matérielle de vérifier la dernière hypothèse, je n'avais à m'occuper que des deux premières, ce qui me permit tout d'abord de constater que les empreintes inconnues n'avaient aucune analogie avec celles de la victime. Dès lors, les recherches se trouvaient limitées au répertoire anthropométrique. Effectué avec le plus grand soin, elles ont fait découvrir une fiche concernant un nommé Schaeffer Henri Léon, âgé de 24 ans, mesurait le 9 mars dernier, alors qu'il était inculpé de vol et abus de confiance, et dont les empreintes digitales concordent d'une manière frappante avec celles relevées sur le lieu du crime. Afin d'en faciliter la comparaison, j'ai fait agrandir ces documents à une échelle supérieure de 4 fois la grandeur naturelle, et le rapprochement des épreuves apparaît alors avec la plus grande netteté.
6 juin une reproduction des pièces mentionnées au présent rapport. Dont les 70 années de vice... Là, chers amis, je m'interromps quelques instants pour vous commenter les pièces en question. Il s'agit d'abord d'une fiche anthropométrique qui m'envoie en effet de profil et de face un homme barbu à la moustache en croc, le nommé Henri Léon Schaeffer. La fiche comporte toutes sortes d'indications, la taille, l'envergure, la hauteur du buste, toutes les mensurations de la tête, la longueur des pieds, des doigts, des bras, la couleur de l'iris, la dimension de la forme des yeux, son âge, 25 ans, son âge apparent, 28 ans, la couleur des cheveux, la barbe, de l'implantation de celle-ci, etc., etc. Bref, ce que l'on appelle le bertillonnage. Et sous cette fiche ont été ajoutées l'empreinte du pouce, de l'index, du médius et de l'annulaire droit. Le dossier comporte en plus de la fiche des photos agrandies de ces mêmes empreintes, comparées avec celles qu'Alphonse Bertillon a relevées sur la vitre de la vitrine du Grand Salon. Les points de similitude entre ces empreintes sont soigneusement signalés par un petit trait numéroté et relevé dans la marge. Il y en a plusieurs parts. Le rapport d'Alphonse Bertillon conclut: il apparaît que les empreintes digitales photographiées par nous sur la vitre brisée dans un des salons de M. Hallot correspondent exactement à celles que le pouce, l'index, le médius et l'annulaire de la main droite du nommé Schaeffer auraient pu occasionner. La position respective des traces de doigts imprimées sur les deux faces opposées de cette vitre, savoir celle du pouce sur la face extérieure et celle de l'index, du médius et de l'annulaire sur la face intérieure de la vitrine fracturée, démontrent incontestablement que la position de ces empreintes a été faite après le bris de la susdite vitre. Signé le chef du service de l'identité judiciaire, Alphonse Bertillon. Ainsi donc. Pour la première fois dans l'histoire de la police du monde entier, un homme prétend avoir identifié formellement un criminel grâce à ses empreintes digitales. Si cet homme a raison, c'est la fin du système anthropométrique considéré jusqu'alors comme l'outil numéro 1 de la police. Et l'auteur de cette tentative n'est autre que l'inventeur de ce système anthropométrique, le bertillonnage, Alphonse Bertillon lui-même. Vous me direz, chers amis, qu'il y a là une belle leçon d'honnêteté et de courage intellectuel. Mais surtout si cette aventure réussit. L'assassinat de Henri IV. Or, les photographies du dénommé Schaeffer sont reconnues par le mécanicien dentiste de M. Hallot comme ressemblant fort au dénommé Georges, et par les inspecteurs des mœurs comme étant le portrait d'un pédéraste fort connu de leur service. Quelques jours plus tard, la saisie d'une lettre à la poste restante révèle la présence du dénommé Schaeffer à Marseille. Il est sur le point d'être arrêté dans cette ville lorsqu'à bout de ressources, il vient lui-même se constituer prisonnier et tout à coup. Inutile de vous dire, chers amis, que le retentissement de cette affaire fut très grand. Un journal humoristique de l'époque, L'Assiette au beurre, lui consacre sa couverture où l'on voit un Bertillon caricatural en redingote et chapeau de forme, moustache, barbe et binocle, examinant à la loupe des empreintes de doigts sur un mur couvert de graffitis avec ce commentaire: un assassin laisse toujours des traces quelque part. Tellement plausible, tellement cette date du 14 octobre 1902 marque en effet l'abandon progressif du bertillonnage et l'introduction des empreintes digitales comme preuve majeure dans l'instruction criminelle. Ce sont des personnages de scie. Ils ont été conçus, modelés par les hommes. Est-ce que ces personnages représentent bien la vérité? Est-ce que les hommes n'ont pas trahi la nature profonde de ces gens? Est-ce que les nations ont raison en interdisant que les... Vous venez d'écouter les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.